Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Attendez. Je vérifie que j'ai bien la luminosité à fond. Non. Maintenant oui. Voilà, petit live. Petit live d'après-match de Coupe du Monde. Petite défaite dans les dents, mais on va tenir bon. Coucou à la rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit like, laisser un petit commentaire pour soutenir. J'ai pas de nouvelles de Picsou. J'ai la voix un peu cassée, excusez-moi. J'ai pas de nouvelles de Picsou. J'imagine qu'il profite bien de sa soirée. Y a pas de souci, je lui en veux pas. Moi, je suis là en tout cas pour le petit live crypto de d'habitude. Je laisse le temps à tout le monde d'arriver dans le chat. Je vérifie que je suis dans la bonne catégorie. Yosugdad, j'espère que tu vas bien. Hop. On va parler un petit peu gaming ce soir. Au niveau du programme. On est bien catégorie crypto. Oui, c'est bon. Alors par contre... Je me suis trompé sur un truc. Live crypto, X Gaming, Web 3, voilà. On va être un petit peu sur ce sujet là ce soir. Pour changer un peu. Ça va l'équipe Léo, non, pas de nouvelles de Picsou. Je lui ai envoyé un message un peu avant. Je lui ai renvoyé un message tout à l'heure. Il m'a pas répondu. Donc soit il a plus de batterie. Soit il est en train de passer une bonne soirée avec ses potes. Il n'y a pas de souci. On va pas l'engueuler, franchement. Il a bien raison de profiter. Moi j'ai dit je suis là. De toute façon, j'ai regardé le match comme beaucoup d'entre vous, je pense. Hein. Au début, on pensait que c'était finito. On a mis 2 buts. On a fait les prolongues. Ça a fini au tir au but. Bon, moi, le tir au but, il a commencé. J'ai dit, allez, c'est bon. C'est fini. J'étais déjà dehors. On a raté le premier. Allez, j'ai dit, c'est bon. On a raté le deuxième. Allez, je finis ma bière, je suis rentré. Ça s'est passé comme ça. Je regarde jamais le foot, hein, mais c'est vrai que l'ambiance Champions League et Coupe du Monde, c'est toujours intéressant. Il y a une bonne ambiance. Là, j'ai dit, c'est bon. Bah, ce sera top 2 pour nous. Mais j'aurais tendance à dire que l'Argentine était un cran au-dessus quand même, sans descendre les Français. Mais bon, je pense que si on oublie la remontée des 2 points des Français, il y a beaucoup de gens qui se disaient ça, ils ont bien joué, et puis voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse football. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous propose de prendre vos questions ce soir. Pas que, on va comme d'habitude parler de Fonda, de l'actualité. J'aimerais qu'on parle beaucoup de gaming aussi. Il se passe des trucs, voilà, je vais pas dire c'est une nouvelle révolution, mais ça commence. Pour faire la petite parenthèse, voilà. On a Ultra qui a lancé sa bêta fermée, elle n'est pas ouverte, donc si vous installez Ultra, vous n'aurez pas accès à tout. Pour le moment, on a une quarantaine de jeux qui sont dispo, des jeux qui ne sont pas exclusifs à Ultra pour le moment, donc c'est des jeux que vous pouvez retrouver sur d'autres stores. Non, Picsou n'est pas là ce soir. Voilà, mais bon, ça commence déjà, donc c'est une bêta. Il y a eu des bugs au lancement, ils ont réglé les bugs. Pour le moment, ça se passe bien. Quel avantage de passer sur une plateforme comme Ultra par rapport à une plateforme autre, type Steam ou Epic Games, etc. D'un point de vue consommateur, bah, c'est surtout la logique blockchain et NFT. Pour le moment, on est au tout début, hein, donc si vous voulez, il y a une logique de wallet, vous pouvez payer en fiat, vous pouvez en crypto. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous pouvez aussi revendre vos jeux, pas pour le moment, mais c'est une fonctionnalité qui arrivera. Vous avez dans le client plusieurs options qui sont proposées, donc la marketplace de NFT, il y aura bientôt une plateforme de tournoi où vous pourrez créer vos propres tournois, financer vos propres cash price en crypto. Donc ça c'est plutôt sympa, surtout que c'est pas limité aux jeux de la plateforme. Vous avez une plateforme de stream semi-décentralisée aussi qui est intégrée, donc ça c'est plutôt sympa. Donc moi je vous en parlerai beaucoup en perso de Ultra, je vais essayer de bosser avec eux. Pour le moment j'essaie de faire mes petites marques, j'aime beaucoup ce qu'ils essaient de proposer. Et puis voilà, donc ça c'est pour la plateforme Ultra, c'est en bêta, c'est pas encore public, mais ça arrivera. Ensuite, cette semaine, on a eu ce qu'ils appellent les Game Awards 2022. Donc, c'était une initiative de Podcast Starter. Ils sont montés à 14 000 viewers, je crois, sur Twitch. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était de proposer une sorte de cérémonie avec différentes catégories. Donc, jeu de l'année, jeu mobile de l'année, exclusivité de l'année, jeu d'aventure, jeu casual, RPG, jeu de guerre, jeu multi, jeu e-sport. J'ai tout noté. De toute façon, il y a beaucoup de jeux qui reviennent en boucle, mais ce qui était intéressant dans cet exercice, c'était justement de voir les jeux
Comme dit, moi je les ai tout notés. Alors le programme de ce soir, ça va pas être de vous faire un commentaire individuel sur chacun de ces jeux, on va en parler rapidement. Par contre, ce que je vous propose, si vous me suivez... Je vais me faire ban si je te réponds, je sais pas compris. Ce que je vous propose, si vous me suivez sur Twitch, si vous ne me suivez pas, faites-le, c'est que dans la semaine, on va beaucoup jouer et on va tester ces jeux Web3. Donc il y a de tout, hein. T'as du jeu de cartes, type Guns Unchained ou Cross the Ages. Il y a des jeux à la troisième personne, des jeux à la première personne, des FPS, des jeux de plateforme, des MMORPG. Il y a vraiment toutes sortes de choses plus ou moins intéressants. Dans la liste, il y en a quelques-uns que j'ai testés, il y en a plein que je n'ai pas testés. Donc je vais essayer d'avoir accès à tout. Le but, c'est d'avoir une critique, on va dire, honnête de chacun de ces jeux. Individuellement, pour se dire, voilà, est-ce qu'on va dans la bonne direction vis-à-vis du Web3 ? On pourra faire une chasse aux Erwan ce soir, tout à fait. Tu as testé Ultra, tu en penses quoi de ces Wave 3 ? Pour le moment, c'est minimum syndical qui est proposé, j'en parlais juste avant. Donc des jeux, voilà, tu peux lancer tes jeux, rien de particulier. J'ai envie de dire, sur la partie tokenisation, elle n'est pas dispo. Donc en fait, voilà, moi de toute façon, je suis patient. Ce qui va être intéressant, c'est pour les créateurs de jeux, la simplicité de pouvoir mettre des jeux en ligne, de les manager, de ne pas se faire poncer par des commissions. J'ai pas vu les dernières vidéos du jeu Star Atlas, non. Pas vu. Voilà, c'est surtout ça l'avantage pour le moment de la bêta d'Ultra. Il y aura aussi des jeux exclusifs sur la plateforme, mais ils sont pas encore disponibles. Donc voilà, pas mal de jeux à tester. On prendra le temps de le faire. Donc voilà pour les jeux Web3 que je m'étais noté. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre ? Le Coin Hebdo, hein, comme d'habitude. Je vous propose de faire un point rapidement sur l'actualité. Si vous avez des questions en mode comment tu vois le marché, tu fais quoi en ce moment, comment je protège mes cryptos, tu penses quoi de quel projet, peu importe, n'importe quelle question vis-à-vis des cryptos, vous me le dites dans le chat. Moi je lis tout ce soir. Donc vous inquiétez pas les gars, je vous laisse aussi le temps d'arriver. Hein. Vous stressez pas. On va essayer de faire une session productive ce soir. Donc j'enchaîne rapidement sur l'actualité. Donc on a FTX qui veut vendre, plutôt le liquidateur de FTX qui veut vendre 4 entreprises. Donc il y a une première entreprise qui s'appelle LedgerX, qui est apparemment une entreprise qui n'a pas été touchée par le crash de la plateforme. Donc c'est une plateforme de dérivés pour les US. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir de la revendre pour récupérer du cash. Ça c'est pour la première entreprise. La deuxième entreprise, elle s'appelle Embed. Cette fois c'est pour de la négociation d'actions. Je connaissais pas du tout la plateforme. Elle aussi, visiblement, elle s'en sort bien. Donc, pareil, ils vont essayer de vendre ça pour récupérer quelques liquidités. Il est aussi question de FTX Japan et FTX Europe. Donc, ça va arriver assez rapidement, hein, si je me remets à cet article. Première audience sur le sujet le 11 janvier. Et ensuite, à partir du mi-janvier, ça va avancer. Et l'idée, c'est que d'ici fin mars, on sache à peu près ce que ça donne au niveau des entreprises qui sont vendues et à quel prix. Donc ça permettra de récupérer du cash et de pouvoir restituer une partie de l'argent à la clientèle de FTX qui a été lésée. Bon, pour moi ça n'arrivera pas tout de suite, mais je suis quand même positif vis-à-vis d'un truc, c'est que les choses elles bougent énormément par rapport à cette affaire. Donc j'aurais tendance à dire que ce sera quand même plus rapide que MTGOX. Hein. Masterclass solo ce soir, ouais, tout à fait. Alors, première question de Zerka, que je trouve intéressante avant d'enchaîner sur l'actualité. Ton avis par rapport au FUD Binance. Alors, le FUD Binance, il est justifié vis-à-vis de la période. Forcément, les gens sont inquiets. Les gens ont besoin d'être rassurés, donc je ne peux pas leur en vouloir là-dessus. Il y a beaucoup de FUD. Hein. Beaucoup de FUD. Petit mal de gorge, un petit peu, mais c'est l'alcool et j'ai trop crié tout à l'heure. J'ai trop crié devant le match. Quand on a remonté les 2-2, c'est n'importe quoi. Bref. Du coup, un FUD justifié, il y a des questions qui demandent des réponses par rapport à... Apparemment, il y a des transactions qui sont faites entre l'entité Binance US et l'entité Binance Monde. Normalement, les fonds ne devraient pas être mélangés, donc on ne sait pas trop. Il y a aussi un manque de clarté par rapport au Block Explorer. Je prends un exemple. J'essaie de le trouver. C'était sur Binance Beacon Chain Explorer. Je crois que c'est ça. Hein. Je suis pas certain. Hein. C'est ça, je crois. Normalement, tu as un onglet Holder.
Non, c'est pas ça. Bon, je vais pas le retrouver visiblement. Bref, tu as une adresse du top holder Binance qui détient plein de BNB. On voit pas les transactions de pourquoi elle a ces BNB. Apparemment, c'est des jetons qui ont été délégués. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Ce moteur de recherche est vraiment nul à chier. Hein. Sans déconner. Voilà, j'ai trouvé. Bon. Alors, j'ai fait un tweet à Sizi parce qu'il parlait de transparence. Donc, je me suis permis un petit tweet. Voilà. Quand tu vas dans les top holders... Ouais, c'est pas sur ce bloc Explorer. Bref. Bon, ici, vous voyez, c'est une adresse. Là, je pense que ça va être assez clair. C'est une adresse qui détient 22 millions de BNB pour une valeur totale de 5,5 milliards de dollars. D'accord? Cette adresse, quand tu vas dans les transactions, tu vois 3 transactions illisibles. Ça, je vais le fermer. 3 transactions illisibles, d'accord? Et tu vois des transactions lisibles, mais tu vois pas les BNB en fait. Donc, finalement, tu te dis, mais d'où sortent ces 22 millions de BNB? Bon, la première chose, c'est que ce soit le bloc Explorer Binance ou les wallets, t'as pas toutes les datas si les datas sont suffisamment anciennes. La deuxième chose, c'est qu'apparemment, ces 22 millions de BNB, ce sont des BNB qui ont été délégués pour la validation des blocs. Moi, je vous dis honnêtement, j'entends les excuses, mais niveau transparence, c'est vraiment pas terrible. C'est même pitoyable. Donc ça, c'est un FUD parmi tant d'autres. Il y a le FUD par rapport à la banque Silvergate. Il y a le FUD par rapport à l'époque où Binance, sans KYC, tu pouvais faire passer, je crois, 10 BTC par compte. Donc tu avais juste à créer plein de comptes et diluer les BTC. Et du coup, les hackers, les blanchisseurs d'argent pouvaient juste créer plein de comptes Binance et blanchir leur pognon là-bas. J'aurais peut-être pas dire ça, c'est pas bon pour le commerce, mais clairement oui. Oui, Binance à l'époque, c'était un peu la blanchisseuse, c'était pas le seul exchange à le faire. Pour une banque, c'était absolument inenvisageable. Donc, on va dire que le capet libertaire, le capet libertarien est plutôt ok vis-à-vis du fait qu'ils étaient assez flex au niveau des KYC, des montants, etc. Mais bien évidemment... qu'il y a des crapules qui ont blanchi du pognon là-bas et qu'ils ont des comptes à rendre. Alors, compte à rendre, ça veut pas dire on tue la plateforme, on met tout le monde en prison, patati patata. Hein, j'ai envie de dire, les banques type HSBC et compagnie, elles en ont assez blanchi du pognon, ça les a pas empêchés de survivre. C'est juste qu'ils ont des comptes à rendre, bien entendu, dans le sens où on va prendre le cas d'une entreprise en Europe, d'accord? T'es une entreprise en Europe, la réglementation européenne t'impose, au-delà d'un certain montant, je sais pas, 250 euros, 1000 euros, de faire une KYC. Donc toi, tu as une limite de 1000 euros. Et chez Binance, tu as une limite de 10 BTC, soit peut-être 100 000 balles sans KYC. Une personne qui ne veut pas se prendre la tête, elle ira chez Binance. Et donc, forcément, Binance aura un avantage concurrentiel par rapport à une plateforme européenne. Donc, d'un point de vue de la concurrence, c'est absolument pas terrible. Binance avait raison de le faire. Hein. Je ne vais pas taper sur Binance. Binance avait raison de le faire. Mais forcément, c'est un peu dégueulasse pour les autres entreprises qui devaient appliquer la loi. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il va falloir rendre des comptes. Si, tant qu'il y aura des plateformes, tant qu'il y aura des moyens de blanchir de l'argent, des gens trouveront des moyens de blanchir de l'argent. Hein. C'est toujours ça le problème. C'est où est-ce qu'on place le curseur vis-à-vis de la réglementation. Est-ce que Binance, c'est des méchants? Non, c'est pas des méchants. Je vais défendre le diable. Moi, je découvre que la BNB Chain et la BSC, c'est pas la même chose. Je croyais que c'était juste un rebranding. Non, il y a deux choses. Psytech, je termine et je te réponds, Psytech. Moi, je suis très content que Binance, ils aient pris des risques de malade mental à l'époque où le marché était totalement dérégulé pour que justement les gens s'y intéressent et balancent du pognon sur le marché. Parce que si c'était réglementé du départ, on n'aurait pas eu l'adoption qu'on a maintenant. Donc il faut savoir aussi doser à ce niveau-là. Pour répondre à PsyStep et Crypto Convaincu, il faut savoir qu'il y a deux blockchains chez Binance. Tu as ce qu'on appelle la Bitcoin Chain, la Binance Chain anciennement, et la BNB Chain qui était anciennement la Binance Smart Chain, avec deux standards de jetons.
Là, juste avant, j'étais sur ça. Voilà. Si je prends ce BNB, normalement, je vais laisser charger. Voilà. Vous voyez, ce BNB là, c'est un jeton natif BNB. D'ailleurs, attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi, les gars. Petit bug d'affichage, c'est bon, vous voyez bien. Voilà. Ce jeton BNB, il est natif et il est standardisé BEP2. D'accord? Quand le jeton est au standard BEP2, il est sur la Binance Chain ou la Bitcoin Chain. C'est l'ancienne et la première blockchain de Binance, qui n'est d'ailleurs pas compatible Ethereum Virtual Machine, d'accord? Et celle qu'on a tendance à beaucoup connaître, celle qu'on a manipulée par rapport à PancakeSwap, par rapport à d'autres trucs, c'est la Binance Smart Chain, qui a été renommée BNB Chain, et c'est des jetons au format BEP20. Donc c'est deux blockchains différentes qui font pas la même chose. Et quand par exemple tu vas sur, je sais pas, le BNB ici, et que tu cherches à avoir des infos, ils ont tendance à te rediriger sur un block explorer de la BNB Chain, c'est-à-dire celle avec le format BEP20, la deuxième blockchain, celle qui est compatible Ethereum en fait. Voilà, donc c'est bien important de le comprendre. Donc il y a une interopérabilité entre les deux. Voilà. Quand tu envoies tes fonds depuis Binance, des fois tu passes par un réseau, des fois tu passes par l'autre, je crois. C'est un petit peu le bordel. Et en fait, ce qui est problématique, c'est que, comme je le disais à peine plus tôt, c'est que, en fait, les transactions sur l'ancienne blockchain, la Bitcoin Chain, elles sont pas super lisibles, en fait. Vous voyez, là, on peut voir transfert de telle adresse à telle adresse. Là, tu vois multiple adresses. Tu vois même pas le nombre de jetons. Tu cliques dessus. Bon, c'est pas hyper lisible, alors 2 secondes. Hop. Tu vois plein d'adresses comme ceci. Tu vois des jetons, tu sais même pas ce que ça correspond. C'est le bordel. C'est franchement le bordel. Le block Explorer, il est vraiment pas terrible. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent alimenter le FUD. Il y a aussi le FUD vis-à-vis du fait que, bon, bah, il y a des gens qui ont tendance à cash out leur argent vis-à-vis de la plateforme Binance. Si je vais sur Nansen, Entities, j'ai pas regardé récemment, mais si je vais dans View ici, El Famoso Proof of Reserve, hein, 54 milliards, 55 milliards. Ils avaient 63 milliards hein, il y a quelques jours. Hein. Donc si je vais dans Analytics, je pense que c'est là-dedans. On va laisser charger rapidement. Voilà. Ok. Moi, je me souviens qu'ils avaient beaucoup plus de pognon que ça. Hein. On n'a pas tout l'historique, mais je suis sûr que quand ils ont publié le Proof of Reserve, il y en avait beaucoup plus. Attendez, je vais essayer de trouver une preuve sur Coin Academy. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir Nabil. Alors, si je fais Proof of... Putain, on a sorti des conneries. Hein. Voilà, le Proof of Reserve des exchanges. Voilà, si je prends le Proof of Reserve des exchanges et que je prends Binance, regardez. Cet article, on l'avait publié le 16 novembre. Ah oui, c'était il y a quand même quelques semaines. Hein. Putain, ça va vite. Hein. Voilà, il y a quelques semaines, ils avaient 63 milliards. Là, ils sont à 55 milliards. Donc, il y a quelques milliards qui se sont évaporés. Pourquoi? Bah déjà, il y a plein de stablecoins qui sont sortis. Et puis aussi, il y a plein de gens qui se barrent. Plein de gens qui se barrent, tout simplement. Parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent pas laisser leur pognon sur les exchanges. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, si jamais... Je fais pas de feu de Binance, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous le dis en bon copain, on va dire. Je vous invite à sortir votre pognon des exchanges. Attendez, on a fait autant de tweets que ça? Je tweete un peu vite, oui. J'ai tendance à tweeter un peu vite. On a... cet article où on vous explique comment transférer ses cryptos d'un exchange, d'un wallet, que je vous invite vraiment à suivre. Je le mettrai dans la description YouTube. Transférer crypto. Voilà. Donc je vous explique comment envoyer de Binance à Coinbase, de Coinbase à un wallet, de Binance à un wallet, etc. etc. Voilà, c'est important de le faire. Gardez votre pognon sur un hardware wallet ou un wallet logiciel type MetaMask, etc. Sécurisez bien le truc. Dans le doute, je ne me permettrai pas d'accuser Binance de quoi que ce soit. Je vous dis juste, on s'est fait torpiller par le Luna, on s'est fait torpiller par FTX.
En fait, ça ne vous coûte rien à part quelques dizaines de centimes de dollars de sortir votre pognon des plateformes. Si vous ne tradez pas, si vous tradez, voilà, vous avez besoin de votre pognon sur les plateformes, vous voulez pas vous prendre la tête, voilà, bon, faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes plutôt du genre à garder votre pognon au froid, à pas le trader, à attendre parce que vous êtes patient, moi je vous invite personnellement, encore une fois, à sortir le pognon. Pourquoi? Parce que même s'il y a 3% de chance qu'une plateforme se pète la gueule, KuCoin, Binance, Bybit, ce que vous voulez, on s'en fout en fait. Il faut sortir. On s'en bat les couilles de perdre 4 dollars, 5 dollars de frais de transaction. Sortez-moi ce pognon, ne vous faites pas torpiller. Quand ça se calmera, vous remettrez votre pognon sur les exchanges. Vous aurez perdu quelques dollars au pire, mais c'est juste un calcul. Vous préférez perdre quelques dollars en sortant votre pognon ou perdre tout votre pognon parce que ça peut potentiellement s'effondrer. Moi, je pense naïvement que Binance ne craint rien. Binance, OKEx, Crypto.com, j'ai des doutes. KuCoin, j'aurais tendance à penser que c'est solide. En fait, j'ai des biais par rapport à certaines plateformes. Même Bybit, je pense que c'est ultra solide. Bitfinex aussi. Le problème, c'est que si je me trompe, si on se trompe, l'argent, il est perdu. Et vous voyez, de par le passé, je prends vos questions juste après, les gars. C'est juste, je suis dans mon monologue. Moi, quand le Luna il s'est explosé, j'avais mon pognon sur Osmosis. J'avais pas envie de bouger mon pognon d'Osmosis à Binance parce que j'étais en mode Luna c'est trop gros, l'UST c'est trop gros. Au pire, le Luna il va crever, l'UST il va rester. L'UST il va rester, oui voilà. Ça craint rien, patati patata. J'ai laissé mon pognon sur Osmosis. Je vais pas vous donner la somme exacte. J'ai perdu plus de 10 000 balles. Voilà. J'ai perdu plus de 10 000 balles en mai. J'ai passé 3 jours à fumer mon CBD devant l'écran, à regarder l'UST dépeg et essayer de rebondir. Je vous jure que jour 3, quand ça repégait pas, j'étais au fond. J'étais vraiment au fond. Non mais je vous le dis sincèrement. Et j'y croyais pas. Hein. J'étais en mode, ouais, Luna, trop fort, machin. Il faut le sauver. Stablecoin décentralisé, patati patata. Bon, voilà. Quand FTX, il y a eu les rumeurs comme quoi c'était insolvent, tout le monde disait ça craint rien. Moi je disais je pense que ça craint rien, mais j'ai pas fait de tweet. J'ai pas fait de tweet parce que je me suis dit si je tweete que ça craint rien, j'influence des gens. Si je tweete que ça craint et qu'au final il se pète pas la gueule, ça va me péter à la gueule. Et c'est ça c'est encore ça, c'est ça qui est horrible en fait quand t'es dans cette position d'influenceur, c'est que si tu te trompes, on se fout de ta gueule. Alors qu'en fait, voilà. Donc là, moi, je vous dis juste Binance, OKEx, Crypto.com, KuCoin, Bybit, peu importe. Je pense qu'ils sont solides. Les proof of reserve qu'on voit ici, qu'on a communiqué en tant que média, ne veulent rien dire parce que tu peux voir les actifs d'un côté. Si t'as pas la dette en face, bah, tu peux pas savoir où est le problème. Donc, je vous invite encore une fois, et je termine là-dessus, sortez votre pognon des exchanges, mettez-le sur un ledger idéalement, ou sur un MetaMask, vous attendez que ça se calme, je sais pas moi, une semaine, 1 mois, 2 mois, au pire ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quelques frais de transaction. Mais juste faites-le, parce que vous avez plus à y perdre, à y gagner sur les à rester sur les plateformes, qu'à y gagner, c'est tout, voilà. Et encore une fois, et je fais que répéter, hein, j'accuse personne. Hein, c'est juste une question de sécurité avant tout. J'ai zappé des questions intéressantes apparemment. Je vais reprendre mon chat 2 secondes. Comment les entreprises de wallet gagnent-elles de l'argent? C'est une excellente question. Alors dans le cas de MetaMask et dans le cas de beaucoup d'entreprises, en fait, bon, comment elles se financent? Elles se financent par de la levée de fonds. Si levée de fonds il peut y avoir de l'equity derrière l'entreprise du wallet. Donc sinon, c'est une boîte qui peut être revendue derrière. Donc si tu arrives à avoir de l'actionnariat sur l'entreprise du wallet et revendre tes actions plus chères, tu peux faire un bonus. Mais souvent, c'est des entreprises où c'est juste du financement presque cadeau. Dans certains cas, comme dans le cas de Trust Wallet, tu peux avoir un jeton qui sert pas à grand chose, hein, on va pas se mentir. On a sorti d'ailleurs un article sur le sujet hier.
Voilà, Trust Wallet, je vous le mets dans le chat. C'est pas le cas de tous les wallets. Hein. Tu as un jeton. Ce jeton te permet de faire de la gouvernance. Ok, super. Avoir des remises sur des services de type swapping, etc. Mais c'est très léger. Donc autant dire que c'est un jeton qui sert pas à grand chose. Mais la spéculation inhérente vis-à-vis du marché des crypto-monnaies peut aider à lever des fonds. Donc je vais pas leur taper dessus. C'est le cas de BlueET. C'est le cas de XDeFi, je crois. Je suis pas sûr s'ils ont sorti leur jeton. S'ils ont sorti leur jeton. C'est le cas de Coin98. Voilà, je vous donne des noms de wallets hein, pour les intéresser. C'est souvent des wallets multi-chain. Et c'est souvent des jetons de gouvernance qui servent pas à grand chose. Voilà. Donc la source de financement, bah, c'est le swap, la levée de fonds, l'equity, donc l'actionnariat dans l'entreprise derrière le wallet. Mais c'est des modèles qui tiennent pas trop la route, hein, on va pas se mentir. Mais comme un wallet, c'est pas censé être un centre de coûts extraordinaire, enfin ça dépend des salaires pour les développeurs et de l'infratechnique pour maintenir toute la partie logicielle, ça va. C'est pas trop coûteux à maintenir, on va dire. Mais c'est sûr que c'est pas une entreprise ultra capitaliste, ultra rentable. Donc ça, c'était une question intéressante. Je reprends toutes vos questions. C'est marrant que pour les réserves des banques, tout le monde s'en fout, mais en flip de ouf pour les FSX. Bah, le truc, c'est que les banques, elles appliquent la réserve fractionnaire. C'est autorisé dans la loi. Mais oui, le système bancaire est entre parenthèses une grande fumisterie, mais ça date pas d'aujourd'hui. Le truc, c'est qu'il y a tellement beaucoup plus de liquidités. Et en plus de ça, il y a la naïveté de se dire, bon bah voilà, si une banque se pète la gueule, de toute façon, on fait tourner la planche à billets, ça va repartir. Que les gens se rendent pas forcément compte du subterfuge. Mais évidemment, c'est puant. Crypto.com a survécu un énorme FUD une semaine après FTX, c'est toujours debout, c'est vrai. C'est vrai. Je lis vos messages. Hein. Faut pas s'auto-censurer non plus les boys. Ouais, faut faire attention à ce qu'on dit. En fait, si les sex crash, ça sert à rien d'avoir l'argent hors sexe, il sera inswappable en réel de l'art à méditer. Bah c'est pas vrai gros. C'est pas vrai. Parce que de toute façon, t'as toujours les exchanges décentralisés. T'auras toujours un tas d'entreprises. T'auras toujours un tas de réseaux où tu pourras faire du paiement de main en main. Donc un marché parallèle, tu auras. Bien sûr que si la grosse partie des exchanges se pète la gueule, ça va nous faire très mal. On va mettre des années à s'en remettre. Mais le marché des cryptos, il existera sans les exchanges. Hein. Faut pas se leurrer. C'est juste qu'aujourd'hui, les exchanges centralisés, c'est la facilité. Voilà, c'est la facilité, tu as plein d'outils, c'est basse latence, il y a de la commission à prendre, donc forcément, les médias comme nous, les influenceurs, tout le monde croque sur l'affiliation, donc tout le monde fait la pub. Voilà, on va pas se mentir. Après, c'est des services qui sont super, hein, franchement. Binance, top, même FTX avant que ça se pète la gueule, c'est un putain de bon service, on va pas se mentir. Le jour où on-chain t'aura ultra basse latence en mode transaction en 1 seconde chrono, peu de slippage, beaucoup de liquidité, plus aucun intérêt de rester sur les exchanges, hein, qu'on se le dise. Mais il nous faut encore un petit peu de temps. Mais on va y arriver, hein. J'ai aucun doute sur le fait qu'on va y arriver. Tu conseilles quel cold wallet? Moi, personnellement, je conseille Ledger ou un autre hardware wallet. Ça n'a pas d'importance. Mais Ledger, c'est ma petite... c'est mon petit chouchou parce que c'est une boîte française. Voilà. On est bien d'accord qu'il vaut mieux avoir un wallet sur son téléphone que sur son PC? Non. Non. Le problème, c'est le même dans les deux cas. Hein. C'est que à partir du moment où ton téléphone ou ton PC il est connecté à Internet, qu'il a des logiciels divers et variés, des services Windows qui vont aller taper dans des serveurs pour se mettre à jour, pour communiquer avec des API, il peut y avoir une corruption du serveur, donc ça peut remonter, dans le pire des cas, jusqu'à ta machine et récupérer des infos sur ta machine, pirater ta machine, pirater ton argent. Donc le mieux, c'est d'avoir un wallet qui ne communique jamais avec Internet. D'où l'intérêt d'avoir un cold wallet type Ledger ou un PC portable en mode tu fais ta transaction, tu termines ta transaction, t'enlèves la batterie du PC portable et t'espères que t'as aucun micro-composant très basse consommation qui est le backdoor, parce que poussons la parano encore plus loin,
À ma connaissance, c'est pas arrivé, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Il faut bien savoir que quand vous utilisez un PC ou un téléphone, voilà, sur un téléphone, tu as la carte SIM, tu as des micro-composants pour la géolocalisation, patati patata. Sur un PC, tu as ta carte mère, tu as ton processeur, tu as des microprocesseurs dans le processeur qui font leur truc à gauche, à droite pour la sécurité, envoyer des infos aux services secrets et compagnie. Tu as ta carte réseau qui a des backdoors. Tu as différents composants. Et faites le test, hein, c'est assez magique. Hein. T'as un truc par exemple, Wake on Magic Packet. T'as des technologies où quand ton PC par exemple est éteint, écoutez bien, quand ton PC est éteint, mais quand même branché sur l'électricité, il est en veille. Donc il n'est pas totalement éteint. Tant qu'il est en veille, il peut communiquer avec Internet. Et si vous avez une box Internet, une box Internet ou un routeur, peu importe, et que vous vous amusez à regarder les paquets envoyés et reçus sur vos appareils en veille, vous verrez la Nintendo Switch, vous verrez le PC fixe, vous verrez le téléphone, vous verrez plein de trucs. Même s'ils sont éteints mais en veille, ils ne sont pas débranchés électriquement, donc ils envoient des informations, ils en reçoivent. Et à partir de là, si tu veux vraiment pousser la parano jusqu'au bout, il y a un risque possible de piratage. Voilà. Et ça, je suis convaincu, et là je mets mon chapeau d'un lu, qu'un service secret a le pouvoir de rentrer dans la machine. Et potentiellement la démarrer de façon soft, manipuler des données, ressortir, etc. Voilà. Donc, c'est pas des failles qui sont entre les mains d'un pirate informatique, c'est des failles qui sont potentiellement entre les mains de gouvernements et de services secrets, mais tu sais pas. Si tu veux pousser la parano très 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 loin, tu pourrais te dire qu'un hacker arrive à pirater un service secret et arrive à avoir accès à ces informations. Ou des agents doubles dans les services secrets. Ou des services secrets, on va dire, voyous type Corée du Nord, etc., etc. Donc si tu veux vraiment faire les choses proprement, tu fais ça sur des machines qui ne sont pas connectées électriquement, qui n'ont pas accès au courant, voilà, elles sont coupées de chez coupées, le PC fixe il est débranché, la prise tu la débranches, le téléphone portable j'en sais rien, tu le démontes, ou le Ledger, le Ledger de toute façon il communique pas avec Internet, c'est l'intérêt du Ledger ou du Trésor, etc. Donc ça vous fait peut-être un peu flipper ce que je vous dis, mais c'est quelque chose qui est parfaitement réel, et c'est absolument ce que vous devez faire, et soyez-en sûrs, les exchanges type Coinbase et compagnie, quand ils génèrent des clés privées pour leurs clients, c'est pas pump up le PC portable qui est connecté dans le Wi-Fi public de l'aéroport. Non, 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 non. On est sur des process qui sont militaires, avec par exemple des appareils qui t'empêchent de recevoir des ondes type radio, type Wi-Fi, NFC, Bluetooth, etc. pour être sûr que la machine qui génère les clés privées communique pas avec l'extérieur. Et une fois que la machine a généré les clés privées, type MacBook, l'imprimante, le PC, tout est détruit. On détruit le hardware pour ne pas laisser de traces après coup. Donc c'est des process qui sont limités, qui sont militaires. Et si vous êtes en train de m'écouter et que vous avez vraiment beaucoup d'argent, c'est pas pour vous faire flipper. Je vous invite simplement à avoir des process qui sont militaires, être conscient de comment fonctionne la sécurité pour éviter le pire. Voilà. Parce que si vous avez un piratage qui est inexplicable, disons-le, c'est tant pis pour vous. Vous pourrez aller voir les flics, vous pourrez aller voir l'État, lui dire je me suis fait pirater, je sais pas moi, 500 000 balles, je ne comprends pas, mon PC il a pas de virus, moi je fais les trucs correctement, j'ai pas téléchargé de trucs bizarres. Ils vont te dire écoutez, déposez plainte, tu vas déposer ta plainte, tu vas prendre ton petit rikiki, tu vas te le mettre dans le fion et puis terminado. Non mais sans déconner. Donc il faut faire gaffe. Voilà. Désolé, j'ai zappé plein de questions, je me mets tout en bas du chat. Si vous avez des questions particulières, reposez-les. Mais je voulais vraiment que ce soit clair par rapport à ça. On va revenir sur l'actualité. Pour moi, il faut diversifier les clés. C'est une possibilité aussi. Diluer le risque. Voilà, t'as une clé, je sais pas, tu l'enterres dans le jardin chez les parents, il y en a un chez la mamie, il y en a un... tu l'enterres je sais pas où, voilà, tu dilues le risque. Après, c'est votre problème en fonction de votre budget. Mais mettez pas tous vos œufs dans le même panier et soyez vraiment parano par rapport à la sécurité, c'est hyper important.
RenDAO vote pour mine des nouveaux tokens. Donc ça, c'est une nouvelle actualité. RenDAO, donc c'est la DAO de Ren. Ren Protocol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole qui permettait de wrapper des jetons. Ouais, je mets Ren. Ah non, c'est même pas Ren Protocol qu'ils appellent. C'est Ren, tout court. Voilà, t'as des jetons wrappés type Ethereum, Bitcoin, je le dis bien, wrappé. Il faut savoir que c'était un projet qui était principalement financé par FTX ou Alameda ou les deux. Et donc depuis le crash de FTX, c'est un peu la merde pour eux. Donc là, ils font une nouvelle proposition qui est disponible ici pour imprimer des nouveaux jetons. Ces jetons serviront à la fondation pour lever des fonds et financer le projet. Je comprends leur position, étant donné que c'est un peu la merde. Mais bon, créer des nouveaux jetons, c'est diluer la valeur du jeton actuel, c'est le bordel. Je ne donne pas cher de leur peau, personnellement. Tu as parlé d'Ultra ou pas encore? Ouais, j'en ai parlé, Joe. Je referai un petit point dessus, mais tout à l'heure. Ensuite, on a le premier ETF Bitcoin qui arrive à Hong Kong. Donc ça devrait arriver sous peu. Visiblement, c'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que ça va être un ETF qui va être proposé pour le marché asiatique. Salut les kits, j'écoute depuis un moment. Yo frérot. Voilà, je fais vite. On a Trump qui a sorti une collection NFT. Alors ça, je vais passer un petit peu de temps dessus. C'est rigolo parce que à l'époque où il était en fin de campagne présidentielle, il n'était pas favorable aux cryptos. Parce que pour lui, les cryptos, c'était un ennemi du dollar américain. Je suis tout à fait d'accord avec le dernier message de l'infré juste au-dessus de ma tête. Regardez Intel ME et AMD PSP. C'était par rapport aux microprocesseurs dans les processeurs. En fait, c'est un système d'exploitation externe qui est intégré à votre processeur, qui est en charge de la sécurité notamment du processeur. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez absolument pas modifier. Regardez, on va aller sur mon PC actuel, c'est un PC AMD, dans le gestionnaire des périphériques. Et vous avez dans périphérique de sécurité AMD PSP, voilà. Chez Intel, c'est Intel ME, donc Intel Management Engine, que vous pouvez trouver sur n'importe quel PC équipé d'un processeur Intel normalement. Et si vous vous amusez à taper par exemple Intel ME hack, pour le désactiver ou quoi, vous pourrez voir qu'il y a des mecs qui s'amusent et qui ont vraiment beaucoup de mal à rentrer et à comprendre ce qui se passe. Et c'est source de énormément de théories du complot vis-à-vis de la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une backdoor aussi pour les services secrets. Et comme en tant qu'utilisateur, tu n'as pas du tout la main sur cette chose, et que la quasi-intégralité des processeurs de PC fixes et portables sont équipés de processeurs Intel ou AMD, en fait, tu n'as pas la main. Tu sais que si tu as un processeur Intel ou AMD, que ce soit la carte mère, la carte réseau, le processeur, tu as des backdoors. Hardware. Donc c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de hackers qui achètent des PC portables de avant 2009, je crois, pour éviter d'avoir ces potentiels backdoors, si jamais ils sont lanceurs d'alerte ou qui font du sale, ce genre de choses, pour éviter les problèmes. Il y a beaucoup de choses sur Internet par rapport à ça. Je ne suis pas le mec qui connaît le plus le sujet, mais si vous ne saviez pas que ça existe, et bien maintenant vous le savez. Si vous avez un PC portable ou un PC fixe équipé de Intel ou AMD, et pensez pas que chez Apple c'est vraiment différent, c'est peut-être un peu mieux, mais j'y crois pas trop, parce que de toute façon je pense que la carte réseau Apple c'est Realtek ou Intel. C'est un truc de malade. Intel ME, c'est tous les CPU depuis 2009, un peu plus tard pour AMD. Voilà. Vous le savez. Pour revenir à Trump. Donc Trump, qui était pas très favorable aux cryptos, le devient. Il y avait d'abord sa femme qui avait lancé une collection NFT sur Solana. Cette fois, c'est lui qui lance une collection NFT de 45 000 pièces à $100 chacun, 99$, sur Polygon. Il les a tous vendus, donc il s'est ramassé 4,5 millions. Les NFT permettent d'avoir soit un dîner avec lui, soit pouvoir jouer au golf avec lui. Qu'est-ce qu'il proposait comme autre type de cadeau? Je sais plus. Ah oui, des calls Zoom en one-to-one avec lui. Donc c'est plutôt pour les fans de Trump. Mais l'initiative est rigolote. Capet, faut-il retirer ses cryptos en ERC20 ou BEP20, sachant que Binance est dans la ligne de tir? C'est une bonne question. Toi qui vois, Binance est quand même beaucoup plus centralisé qu'Ethereum. Donc si tu retires des jetons en BEP20,
Fais bien tes devoirs parce que souvent, ça peut être des jetons un peu bizarres. Voilà. J'aurais tendance à dire plutôt Ethereum ERC20 pour éviter les embrouilles. Ton avis sur EVMOS qui tend vers 0? Bah, trop d'inflation. Trop d'inflation. Quel impact sur le WBTC du coup pour revenir sur Rennes? Le WBTC, je crois pas qu'il soit émis par Rennes. Hein. Le WBTC, je crois que c'est quelqu'un d'autre. C'est le Rennes BTC qui est émis par Rennes. Alors si je vais sur WBTC, qui s'en occupe? Ah si, il y a de tout, hein, on peut voir Rennes. Donc l'impact sur le WBTC, je serais pas capable de te répondre correctement. Oh la petite faute à Ethereum. Voilà. Mais méfiance avec les jetons wrappés. Hein. Vérifiez bien le white paper. Essayez de bien comprendre comment ils sont backés. Histoire d'éviter les problèmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pareil. Hein. On avait du BTC wrappé sur Solana qui était apparemment géré par FTX. Quand FTX est parti en couille, les WBTC sur Solana, ils sont partis en couille. Hein. Merci pour le sub, Drazi. Merci beaucoup. Ok, c'est BitGo pour WBTC. Merci beaucoup. Je prends les autres questions. Franchement, Capet, quand on y pense, aucun exchange peut avoir les fonds de ses clients. Si c'est le cas, quel est l'intérêt de la plateforme à faire cela gratuitement? Bah, il mange sur les frais. Garder ses cryptos, ça coûte de l'argent. Audit, wallet, maintenir. Aussi, on a senti CZ un peu mal à l'aise alors qu'il a tout dit en 1v1. Tu pourrais le dire à tes clients, let's go, retirez si vous voulez, on a tous 100% de toute façon. Oui, mais il peut pas dire ça. Écoute, je vais défendre le diable. Si Sizi dit, vas-y, sortez tout. D'ailleurs, il l'a déjà dit à l'écrit. Hein. S'il leur dit sortez tout, nique sa mère et tout. C'est moins de volume. C'est moins de volume de transactions. Donc au bout d'un moment, ils gagnent moins d'argent, les mecs. C'est quand même une entreprise qui a pour objectif d'être profitable. Il va pas dire à tout le monde, vas-y, cassez-vous, faites plus de volume chez moi, je gagne plus d'argent. C'est complètement bête. C'est complètement bête. Il l'a déjà dit à l'écrit. Aujourd'hui, il le dit pas. Forcément, il le dit pas. La somme est en train de baisser. On a vu tout à l'heure, ils avaient 63 milliards dans leur Proof of Reserve. Aujourd'hui, ils sont à 55. Donc, il en reste beaucoup, bien sûr. Mais quand tu vois en l'espace de quelques semaines, peut-être l'équivalent de 10 milliards s'évaporer, je pense qu'au bout d'un moment, tu claques des fesses. Parce que tu te dis, je suis pas aussi intouchable que je le pensais. Donc, tu modères tes propos. Moi, aujourd'hui, je pense que Binance n'ont pas à s'inquiéter. Simplement, il faut pas faire le fou à l'oral. Tout ce que tu dis peut être retenu contre toi. Et comme il a très bien dit à l'oral, je laisse mon avocat vous répondre. Je pense que c'est la bonne réponse. Effectivement, elle n'est pas rassurante. Parce que tu pourrais te dire, bah vas-y, si t'as rien à craindre, vas-y, balance tout. Mais tu vois, ils ont tous trop parlé pendant des semaines. Les Celsius, les BlockFi, les machins, les trucs. Ils ont tous trop parlé et se sont tous fait dégommer. Donc aujourd'hui, c'est le moment de fermer sa gueule. Voilà. C'est mon avis, il peut être biaisé, hein, mais c'est comme ça que je le vois. T'as vu la mission de Philippot qui invite 2 intervenants en crypto? Non, je l'ai pas vu. Par contre, l'histoire de ETH sous le contrôle du forum de Davos, ça a toujours été connu, cette histoire. C'est parce que t'as des gens de l'Ethereum Foundation qui sont aussi dans les petits papiers du World Economic Forum. C'est quelque chose de factuel, oui, effectivement. Mais bon, d'un autre côté, t'as BlackRock qui est investisseur chez Digital Currency Group et Blockstream. Directement ou indirectement. Blockstream, ils font voilà les investissements sur le Bitcoin. Ils font des solutions payantes qui auraient pu être gratuites et open source sur Bitcoin. Pour ce qui est de Digital Currency Group, ils ont énormément de puissance de calcul de minage sur Bitcoin. Donc tu pourrais dire, vas-y, Bitcoin est sous le contrôle du capital chez BlackRock. Donc il est sous le contrôle de la famille royale d'Angleterre, de la famille Clinton, patati patata. Tu peux toujours pousser le complot partout. Tu peux dire Bitcoin est contrôlé par les élites, Ethereum est contrôlé par les élites. Tu peux le faire. Tu peux le penser. Tu peux même avoir des faits. Maintenant, il faut savoir doser. Forcément. Je vais voir si j'ai un visuel par rapport à ça. Attendez, BlackRock. Regarde, t'en as des théories du complot. Franchement, il y a boire et à manger hein, sur Internet. Hein. C'était pas ça que je pensais, mais déjà, regarde. T'as Henri Castries, Gros Bilderberg, CEO AXA. Voilà, investissement dans Blockstream. Mastercard, investissement dans Digital Currency Group.
La Banque fédérale américaine, investissement dans Digital Currency Group, voilà. Donc, développement de solutions autour de Lightning Network, de layers sur BTC et compagnie. Donc, regarde, le complot, c'est le groupe Bilderberg, la Banque fédérale américaine et Mastercard prennent la main sur le Bitcoin. J'ai pas vu ce que Snowden a dit sur Ethereum récemment, non. J'ai pas fait gaffe. Mais ça veut pas dire qu'il faut être dans le déni et dire ouais, il y a rien, c'est pas grave. Hein. C'est grave. C'est juste que personne n'est tout propre, il faut être au courant, il faut savoir à quel point ils ont de l'impact sur les protocoles en question. Voilà les frérots. Je regarde si j'ai d'autres trucs. Si on fait Ethereum World Economic Forum. Voilà, t'as Aya Yakuchi, Executive Director Ethereum Foundation. Ah, c'est elle. Ethereum Foundation. Et on est bien sur le site du World Economic Forum. Ce jour de live dans le complot, on aime. Ah, il faut être au fait des manigances, hein, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut sourcer, quoi, faut remonter. Merci beaucoup, Adrénaline, pour le sub. Tu es à combien en répartition investie versus stable? J'ai quasiment plus de stable. Le stable qui me reste, je le garde au chaud pour du perso au cas où. Pour les investissements. Mais j'ai quasiment plus rien. Je suis quasiment full in crypto. Je peux répondre à ma question. J'ai pas vu ta question, Adrénaline, pardon. Alors, excuse-moi, les infos sur les ventes d'Invest Grayscale, les derniers mouvements importants. J'ai pas d'infos, effectivement, j'ai vu passer, hein. J'ai vu passer. C'est une très bonne question. On a pu voir... attendez, le tweet, il est... ici. C'était hier. Les bagues de Grayscale, plus gros fonds d'investissement crypto au monde, détenus par Digital Currency Group, se sont pété la gueule hier. Donc on a le Filecoin, le Horizon, l'Ethereum classique et le NIR. Ils ont pris très très cher. On ne sait pas tout à fait pourquoi. Mais à minima, ça doit être lié à Genesis et Genesis qui a eu des soucis par rapport à FTX. Et potentiellement, la merde, elle peut remonter jusqu'à Digital Currency Group. Pour le moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des infos depuis, mais j'ai pas suivi. Faut faire attention, là aussi. Ça peut faire très très mal. Ensuite, MetaMask X PayPal. Bon voilà, c'est pour la clientèle américaine, en tout cas dans un premier temps. Pour des gens qui veulent alimenter leur compte, qui veulent alimenter leur wallet MetaMask avec de l'Ether, ils vont pouvoir le faire via PayPal, visiblement. Donc c'est une première coopération entre MetaMask et PayPal, que pour les ES. Pas de Léo ce soir. Non, Léo, j'ai pas une nouvelle de sa part. Ça. Perso, je trouve ça relou à chercher des complots partout. Alors, il faut pas Castox, dans le cas de Bitcoin, je vais dire pourquoi. Même si la politique t'intéresse pas, si tu es dans la crypto, c'est profondément politique la crypto. Et d'ailleurs, tu regardes First Bitcoin Block. Ouais. Dans le premier bloc Bitcoin qui a été miné par Satoshi Nakamoto, ça c'est du factuel, tu avais écrit dedans un article du New York Times avec le chancelier va encore renflouer les banques pour la deuxième fois. C'était après la crise de 2008, le fait de faire tourner la planche à billets justement pour renflouer les banques. Politique indifférente du complot. Ouais, mais en fait, les intérêts privés, la politique, les médias, c'est la même chose. Hein. Les gars qui dirigent les médias sont proches des politiques. Les politiques se servent des médias dans la démocratie pour manipuler l'opinion. Les intérêts privés, même chose. Le privé peut arroser des gens qui bossent dans le public parce que dans le public ils font les lois, dans le privé ils ont besoin des lois pour avoir des avantages par rapport à la concurrence. Tout est lié. Hein. Donc en fait, voilà. Tu peux tourner le truc dans tous les sens. Tu pourrais dire, oui, par exemple, peut-être qu'il y en a qui parient sur le fait que le dollar va mourir et que le bitcoin va rester. Donc, ils font de l'investissement sur le bitcoin. Tu pourrais parier sur le fait que, bon, le bitcoin, c'est pur et ils veulent tuer bitcoin parce qu'ils veulent faire survivre le dollar. Tu peux tourner le complot dans tous les sens. Mais il y a toujours du vrai dans tout ce complot.
Tu es full crypto en ayant des CA récemment? Moi, je suis full in. Depuis trop longtemps, déjà, j'ai perdu un pognon incalculable, mais je suis full in. Ils n'ont pas relancé de gros investissements sur quelques altcoins. Non, je pense pas, Adrenaline. Si tu envisages de réinvestir, bah prends ton temps. Hein. Prends ton temps parce qu'on sait pas si on a le bottom, on sait pas où ça va aller. C'est le bordel. Il n'y a pas de règle, le bon vieux Raph, juste on parle poliment. Pour le reste, pas de règle particulière ici. Ensuite, on a SBF qui a été arrêté aux Bahamas. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'apparemment, il est OK pour être extradé aux US. Donc pour rester en prison US et être jugé aux US, visiblement. Ça va se faire assez rapidement. Mais j'ai pas plus de nouvelles particulières par rapport à ça. Pour les d'autres news en bref d'intéressantes, on a A7Z Capital qui a aidé Aztec Network à lever 100 millions. Aztec Network, c'est un layer 2 Ethereum avec du ZK Rollup et compagnie, donc un concurrent de Starkware, etc. Mais plutôt branché privacy, il me semble. Ensuite, on a un article de Coinbase dédié qui explique que pour les gens qui se sont trompés pour l'envoi de leurs jetons, sur Coinbase, quand ils se sont trompés de réseau, il y a une manière plus simple de pouvoir récupérer l'argent. Ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Et ensuite, ça, j'ai pas trop suivi. Curve Finance se déploiera sur le réseau Zcash. Bon, ça, on le savait depuis un certain temps qu'il y a plein de choses qui vont arriver sur Zcash. D'ailleurs, ça aussi, Zcash, c'est un layer 2 d'Ethereum. On a un article sur le sujet qui... On a même deux sur le sujet. On avait parlé de Zcash 1.0, on a parlé de Zcash 2.0, c'était en août. Je vous le mets dans le chat. Et on sait que Zcash, quand ça va arriver, il va y avoir du bridge dans tous les sens avec du CLR, du Connex, du Zigzag, du Orbiter Layer 0, voilà, Day, Wormhole, Composer. C'est un truc de ouf. Plein de wallets, plein d'explorateurs de blocs. Donc ouais, apparemment on n'avait pas parlé de Curve, bon bah voilà, on le sait maintenant. Il y a plein de trucs qui vont arriver sur Zcash dès le lancement. Salut Capette la forme, je me suis regardé le live rediffusion du chapeau d'alu. Franchement, j'ai bien aimé le format. Tu pourras en refaire prochainement? Oui, on pourra. On pourra avec plaisir. Elle est dans le complot si ta femme ou elle te raisonne des fois. Elle me raisonne pas spécialement, mais elle est pas dans le complot non plus. SBF bientôt suicidé. Peut-être une fois aux US. Hein. Suicidé comme... Vas-y, ça va finir sur la rediffusion de Coin Academy. Donc on va juste dire Jeffrey Epstein pour la blague. On va pas donner les autres noms parce que... Sinon, on va avoir des problèmes. Mais on va quand même laisser... on va juste dire acteur hollywoodien. Voilà. Acteur hollywoodien, suicidé, sauté d'un pont. Voilà. Saut d'un pont. Ensuite, Twitter part en sucette. Alors, je voulais faire une petite... Je voulais faire une petite aparté ici. Tout à l'heure, Twitter nous a fait une petite folie, là. Franchement. Merci l'infré. Attends, je regarde ça vite fait. Technical Details. Voilà. Le El Famoso bloc Bitcoin. Et merci. Coinbase Data. Oui, donc Twitter nous fait une petite folie. Là, ça va pas la tête. Qu'est-ce qui nous explique? On va aller sur le @Twitter. Hein. Non, franchement, c'est grave hein, ce qui se passe. C'est très grave. Autant Musk, je le suis à 2000% sur plein de trucs. Autant là, je le suis pas du tout sur ce sujet-là. Donc, il nous explique. Si je retrouve le tweet, ils l'ont peut-être supprimé depuis... Attendez. Oula, je retrouve pas le tweet. Bon, c'est pas grave. Ils ont mis à jour leur police de confidentialité et compagnie pour expliquer que si tu crées un compte pour faire spécifiquement de la publicité d'un autre réseau, et ils ont cité donc Facebook, Insta, Mastodon, qui a un Twitter open source, Truth Social, le truc de Donald Trump, Tribel, je connais pas, je connais pas, et même Nostr qui n'est même pas un réseau social. Nostr, c'est un protocole de communication qui ressemble à du peer-to-peer, mais qui en est pas un. C'est aussi le cas pour les agrégateurs de réseaux sociaux, type Linktree. Si tu fais un tweet en mode « Suivez-moi sur tel réseau, patati patata », voilà, c'est Twitter Support, je vous remercie.
tu peux te faire monter en l'air. Sauf si tu payes. C'est-à-dire que tu fais un tweet promotionnel payant où tu dis voilà, suivez-moi sur Facebook. C'est pas terrible parce que t'as plein de gens déjà qui vont pas lire les CGU, qui vont pas savoir, ils vont voir leur compte sauter. Moi-même, pour le moment, j'ai un Linktree dans ma bio, je sais même pas si je dois le garder. Coin Academy, on a un Connect, c'est la même chose que Linktree, je sais pas si je dois le garder. Franchement, ça pue des fesses, hein. Ça pue des fesses, hein, comme façon de voir les choses. C'est pour bloquer les concurrents, ok, je veux bien, mais ça fait vraiment pitié. Donc Twitter. What's up? Attends, on n'est pas du tout à jour là. 26 octobre, non, on n'est pas du tout à jour. Où est-ce que je peux avoir une action à jour? Bon, c'est pas grave. Ça a été des listes. Ah oui, mais je suis con. C'est plus coté, frérot. Je sais même pas pourquoi je mets mon temps là-dessus. Bref. Écoute. On verra. Mais à part ça, free speech. Ouais, faut faire gaffe en tout cas. Ça pue la guerre. Ça pue la merde. IMO sera pour les abus uniquement. Bah, faut voir. Est-ce que tu run un full node BTC? J'avais essayé, mais la blockchain Bitcoin, elle va prendre plus d'un demi-tera de stockage. Donc vas-y, flemme de mettre un SSD complet juste pour du Bitcoin, franchement. Ensuite, je voulais vous montrer ce tweet qui est sorti tout à l'heure. Enfin non, que j'ai vu passer tout à l'heure. Il n'est pas sorti tout à l'heure. Donc c'est un outil qui permettra de lancer un roll-up très facilement. Donc on peut voir Rollmint. Ça, c'est sur Celestia. Et on peut voir Dimension, dont j'avais parlé dans un live. C'est une blockchain de l'écosystème Cosmos Network qui... comment dire? Qui permet de lancer des app chains. Bon, là, en l'occurrence, on parle de roll-up. Au final, c'est la même chose, hein. Un roll-up, c'est une blockchain à part. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir toute la bande passante spécifique à ce roll-up. Donc, je suis de plus en plus convaincu que c'est les blockchains modulaires qui vont gagner. Donc il va falloir être très attentif dans le prochain bull run. Il va falloir suivre Celestia, il va falloir suivre Dimension, C-Network, Tezos, Ethereum, etc., etc. Et de plus en plus bear sur les blockchains non modulaires. Donc on verra quand le bull run va repartir. Ça m'empêchera pas de mettre quelques sous sur du monolithique, mais j'aurai tendance à mettre plus de mon argent sur du modulaire. Voilà. Parce que je pense que c'est ça l'avenir. Se concentrer sur des layers avec un bon consensus, une bonne sécurité. Et puis après, toute la partie exécution sur des roll-up. D'ailleurs, pour vous parler rapidement de tout ça, on a un article sur Celestia pour les intéresser, pour ceux qui souhaitent comprendre. On a même une vidéo sur le sujet, mais voilà. Celestia, on a même 2 articles dessus. Quelles sont les blockchains non modulaires? Bah à peu près toutes, hein. Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Et encore, je dis des bêtises. Bitcoin, c'est quand même un minimum modulaire parce que tu as Lightning Network et en surcouche de Lightning Network, tu vas avoir de plus en plus de trucs. Voilà, donc on a Celestia. Ensuite, on vous a parlé de Fuel. Très récemment, qui a un roll-up pour Ethereum et Celestia. ETH n'est pas modulaire. Bah si, ETH va devenir modulaire. Tu peux pas me dire qu'il est pas modulaire alors que tu as tous ces layers tout. Regarde, tu peux pas me dire ça. Tout ça, c'est des roll-ups d'Ethereum. Atom, c'est pas vraiment modulaire. Non. Pas trop. Ça, tous ces layers 2, et puis par-dessus des layers 3, des layers 4, etc. Non, on va dire la vraie vision monolithique, c'est Solana, c'est de se dire on fait passer toute l'exécution sur Solana. Voilà, pour vous expliquer. C'est-à-dire que Bitcoin de base n'était pas modulaire, mais comme on s'est rendu compte qu'on voulait pas forquer Bitcoin et qu'on voulait à la limite que toutes les prises de risque technologiques qui se passent sur Bitcoin, bah, les passer sur des surcouches de Bitcoin, bon, bah, on a inventé Lightning Network, Omnichain, Taro, Inferius, etc., etc. Pour les intéresser, je crois que c'est Inferius. Hein. Ah, je retrouve pas. Bon, si je le retrouve, je vous dirai.
Mais il y a plein de trucs qui se passent sur Bitcoin. Il va être de plus en plus modulaire aussi, Bitcoin, à sa façon. Il y a plein de Layer 2 Ethereum aussi qu'on va vous présenter prochainement dans des articles. Optimism et Arbitrum profitent de la sécurité sous-jacente d'Ethereum. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'ils sont dans la liste ici. Ces optimistic roll-up. Les transactions sont batchées par lot et en fait, on va dire que la signature du lot, elle est pushée sur Ethereum. Est-ce que tu connais Fetch AI? Je connais de nom, mais j'en pense rien du tout. Je ne maîtrise pas du tout le sujet, Dark Megaman. Quoi d'autre? Oui, je voulais qu'on parle de la charte d'Evmos. Tout à l'heure, on a fait un petit point dessus. Vous voyez, alors ça, c'est une superbe leçon qu'on apprend. Tous les projets crypto avec beaucoup d'inflation en bear market, ça pète encore plus fort que les autres. Que ce soit Evmos, Osmosis, Juno, tout le monde prend trop cher. Et encore Osmosis, ça pourrait être pire. Hein. Il a pris que moins 93%, mais ça fait quand même très mal. Et tu vois, Aurori par exemple, Aurori il a pris trop cher. Parce que t'avais une inflation de zinzin. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais ça y participe. Donc méfiez-vous des cryptos où tu as une offre en circulation qui est très légère et une offre totale très grande, même si tu as une belle récompense de staking, parce que tu pourrais dire, ouais, de toute façon, à la limite, le staking, ça vient compenser. Mais généralement, la pression vendeuse est encore plus forte. Parce que si tu n'as pas de pression acheteuse, mais que tu as du full vendeur, parce que... parce que les gars, ils sont en staking et se disent, bon, je garde tout en staking, mais tout ce que je récupère en récompense de staking, je le vends. Ça fait que de la pression vendeuse en fait. Et d'ailleurs, vous noterez qu'il y a beaucoup de jetons de gouvernance de protocoles DeFi, je pense à Saber là comme ça, où en fait, à cause de cette inflation infinie, c'est une catastrophe. Vous voyez, on est à moins 99,9%. Voilà, c'est ça. Trop d'inflation. Les Layer 2 ETH, c'est juste que la blockchain ETH a éclaté. Bah, pas vraiment. Pas vraiment. La thèse, c'est juste de se dire, vas-y, on va pas chercher à mettre à jour et donc mettre en péril la sécurité d'une blockchain, alors qu'on pourrait tout simplement déporter la prise de risque sur des Layer 2. Comme ça, si jamais il y a un problème au niveau du Layer 2, c'est le Layer 2 qui s'effondre, mais pas tout l'écosystème, en fait. Pensez quoi de Luxo? Rien de particulier me concernant, mais c'est vrai que vous m'en parlez souvent de Luxo, faudrait peut-être que je penche le sujet un jour. Voilà, on a fait une analyse de Newland aussi, dans la partie fondamentale. Analyse de Newland, donc Newland c'est le nouveau projet du cofondateur de Cosmos Network, j'ai nommé Jaquan, mais aussi un français qui s'appelle Manfred. Alors l'idée c'est quoi? C'est de faire une nouvelle blockchain qui sera très probablement interconnectée à l'écosystème Cosmos, avec un nouveau IBC fait maison, un nouveau consensus qu'ils appellent le Proof of Contribution, pour pousser les développeurs à créer de la valeur. Aussi, comme sur Starkware et sur NIR Protocol, les développeurs qui créeront des smart contracts, eh bien, quand les smart contracts seront utilisés, ils toucheront des commissions quoi qu'il arrive par rapport à l'utilisation. Donc il y a une redistribution des richesses qui est intéressante. Qu'est-ce qu'on a noté d'autre? Oui, alors le langage de programmation, c'est un dérivé du Golang de Google. Ça y ressemble énormément. Et en fait, l'idée, c'est de faire une blockchain qui est surtout portée vers les développeurs, pas focus pour faire de la DeFi. Tu pourras bien entendu faire de la DeFi dessus, mais voilà, moi j'avais discuté avec un des fondateurs, le français, il me disait voilà, bon, moi la DeFi, c'est pas ma tasse, je préfère qu'on se préoccupe de l'applicatif. J'ai envie de dire, la DeFi, c'est pas ce qui manque sur les autres blockchains. Donc, voilà, je vous invite vraiment à regarder cet article. Très intéressant. Très intéressant pour comprendre. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'infos sur le sujet. Le peu qu'on a, voilà, il est résumé dans cet article-là. Mais comme c'est le cofondateur de Cosmos et qui connaît quand même très bien comment fonctionne une blockchain, ça pourrait être intéressant de suivre le projet. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Excusez-moi. J'ai des bêtises. Voilà, bon, comme je vous disais, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live,
Il y a plein de jeux qui ont été nominés lors du Polka Starter Game Awards 2022. Certains que je connaissais, certains que je connais moins. Il y a par exemple Metalcore, Superior que je ne connaissais pas. Donc il y a pas mal de FPS, il y a des RPG aussi. Ce que je vais faire, c'est que ces jeux, je vais tous les installer. On les testera ensemble en live. Pas ce soir. Je m'excuse, ce soir, je suis encore un petit peu en train de décuver de ma Coupe du Monde. Je vais passer un peu de temps avec ma femme. Mais cette semaine, en tout cas, je passerai du temps avec vous pour tester ces jeux-là. Les jeux également sur la plateforme Ultra, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir. J'essaie d'avoir accès notamment à Koakuma, qui est un MMORPG, mais qui n'est pas disponible à tous. Il faut avoir un accès bêta. Voilà, on testera tout ça ensemble. Elrond Mafia aussi, on les a eu en call, Elrond Mafia. Faut qu'on fasse la due diligence et voir si on revient vers eux ou pas. Voilà, moi j'ai noté plein de jeux. Je vous ferai une liste à part pour les intéresser. On prendra le temps de voir tout ça. Il y a Illuvium aussi qui est en bêta fermée. Un pote m'avait envoyé des images. Le jeu est vraiment beau. Attendez, je vais vous montrer. On a fait un article sur le sujet. Hein. Illuvium, il me hype pas mal, j'avoue. L'article est super, hein, accessoirement, pour les intéressés. Le Chador. Ouais, l'article Illuvium, il est superbe. En gros, si vous voulez, vous avez plein de créatures avec différents éléments. Vous pouvez les capturer, vous pouvez faire une équipe de créatures. Ensuite, si les créatures ont des éléments qui on va dire, qui vont bien ensemble, tu peux avoir des synergies d'éléments. Et donc, tu as un mode où tu peux partir à la chasse aux monstres pour les capturer. Tu as un mode combat. Chaque monstre est un NFT. Et en fait, si tu es le premier à capturer un monstre ou un objet dans le jeu, c'est écrit à jamais dans la blockchain comme quoi c'est toi qui l'as récupéré. Donc ça leverage bien la technologie blockchain, les NFT, etc. Et en plus de ça, le jeu est assez beau gosse. Alors là, je vous montre juste... C'est une démo. Mais c'est rigolo déjà que vous fassiez une idée des déplacements. Voyez, il y a des sauts, il y a des dashs, il y a des doubles sauts. C'est assez fluide, c'est à la troisième personne. Ça tourne assez bien, même sur les petites machines, visiblement. Donc là, on est sur un mode entraînement à la con. Hein. C'est juste histoire de vous montrer. Voilà. Mais il y a aussi un petit peu de gameplay disponible sur Internet. Voilà, donc en mode open world pour la partie découverte, capture des monstres, récupération des objets. Avec des grosses maps open world. Sunflowerland, ouais, j'ai vu passer Franginou, mais je sais pas trop ce que ça vaut. Il y a du... Comment dire? Il y a du potentiel. J'ai bien aimé. Si on regarde aussi sur YouTube... On peut voir du gameplay avec du tir, je crois. Ouais, il a mis Squeezie, lui. Ah ouais. Aucun rapport. On teste Illuvium Incarnage. Et... Attendez. Voilà, avec du tir. Bon, là, ça a l'air d'être pas fluide, mais c'est sa machine. Hein. Je pense qu'il tourne littéralement sur un grille-pain, le bonhomme. Mais bon. C'est pas grave. Voilà, les potes. Hein. Tu penses quoi de Twitter qui vient de rendre les lignes vers les autres réseaux sociaux interdits? On en a parlé juste avant. Bah, moi, ça me fait peur, frérot. Franchement, ça me fait peur. Ça me rassure pas. Écoutez, les potes, je suis dispo pour quelques-unes de vos questions. Rapidement. On va faire une petite session courte ce soir. On va pas trop se prendre la tête. Voilà, si vous avez des questions là tout de suite vis-à-vis du marché, comment sécuriser vos trucs, qu'est-ce que je pense de tel ou tel projet, je vous réponds 10-15 minutes. Un mot sur Dot et son utilité avant de partir. Bah écoute, Polkadot, l'utilité de Polkadot, c'est une excellente question. C'est la question qu'on se pose tous les jours. Hein. Le truc ne bouge pas. Les créateurs de projets sont tentés d'aller plutôt vers Cosmos plutôt que Polkadot. Ça bouge pas, c'est terrifiant. Maintenant, on sait que le cofondateur de Polkadot, Gavin Wood, va essayer de se rebrancher à la partie technique. C'est pas une mauvaise blockchain. C'est juste qu'il se passe rien dessus, quoi. Et que Polkadot, à lui seul, ne sert à rien. C'est toutes les parachains interconnectées à Polkadot qui créent la valeur. Et pour le moment, c'est beaucoup de projets DeFi, quasi exclusivement, en fait. Donc, c'est pas intéressant ce qui s'y passe pour le moment. Phantom, buy or not? Bah, Phantom, moi, je surveille.
c'est un layer 1 intéressant. Surtout qu'ils vont essayer de le mettre à jour. Après, c'est un layer 1 monolithique. Donc, quel avenir pour les layer 1 monolithiques? On verra. Voilà. Je dis on verra parce que combien de layer 1 sont morts sur le bull run précédent quand mieux est sorti après? Beaucoup, tu vois. Est-ce qu'au prochain bull run, on n'aura pas beaucoup mieux et du coup, les fantômes, les Solana, ça partira à la cave? C'est la question qu'on se pose. As-tu fermé les quests Optimism? Non. Un petit mot sur Archetic. J'ai pas regardé Archetic. Enfin, Archetic, si, je les suis sur Twitter, mais j'ai pas pensé le white paper, etc. Donc, pas d'avis. Galéon, pas d'avis non plus. Tu penses quoi d'Ultra du coup? Bah, Ultra, rien de particulier. Pour le moment, toute la partie blockchain, NFT, etc., elle n'est pas publique. Donc, pour le moment, ça reste une plateforme de diffusion, tout ce qu'il y a de plus banal. Après, s'ils arrivent à avoir des jeux exclusifs sympas, ça peut bouger. Si la plateforme e-sport intégrée elle est sympa, ça peut bouger. Moi, je vais essayer de bosser avec eux, je vais essayer de les pousser. Mais j'ai pas envie en tant que gamer de te pousser en mode ouais, c'est de la folie, ça va tout tuer, tout le monde est mort. En face, t'as quand même Steam et Epic Games. C'est pas le même budget, c'est pas les mêmes ressources. Voilà. Mon avis sur Polygon. Polygon, c'est ultra complet. C'est une des top blockchains de l'écosystème hein, pour le moment. Pour tellement de choses. Comparer Axelar et Celestia. Ah, c'est deux choses complètement différentes. Celestia, c'est, on va dire, un écosystème pour les blockchains modulaires. C'est-à-dire que Celestia, lui seul, ne sert que à gérer la partie consensus, validation des blocs. Et c'est par-dessus Celestia qu'il va y avoir plein de projets qui vont se créer de roll-up. Voilà. Pourquoi ces roll-up choisiraient Celestia plutôt qu'Ethereum? Eh bien parce qu'ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre, ils peuvent avoir leur propre virtual machine, donc ils peuvent être beaucoup plus flexibles, on va dire, que Ethereum. Le problème d'Ethereum, c'est que tu as toujours cette dépendance à l'Ethereum virtual machine. Voilà. En plus de ça, on va dire que la capacité transactionnelle, la latence, etc., en tout cas dans un premier temps, elle sera meilleure sur Celestia. Donc moi, je suis personnellement biaisé et bullish sur Celestia. Axelar, c'est un bridge multi-chain. Axelar, c'est un écosystème qui va permettre facilement... Pourquoi j'ai mis Axelor? Axelar. C'est un écosystème qui va permettre de faire transiter facilement des jetons d'une blockchain A à une blockchain B sans que la blockchain A ou la blockchain B ait à faire des développements spécifiques pour intégrer tel ou type de jeton. Ils ont juste à faire des modifications pour pouvoir y intégrer Axelar. Et à partir de là, c'est plutôt à Axelar de gérer le problème. La problématique des projets comme Axelar, c'est que si Axelar se fait pirater, ça fout le bordel partout. Donc ils ont plutôt intérêt d'avoir quelque chose de sécurisé. Et c'est pas impossible un jour que Axelar ça parte en sucette. Donc il faut pas être trop naïf par rapport à Axelar. Moi je trouve que c'est un super projet. C'est comme Layer 0, etc. C'est des trucs qui vont faciliter la circulation des jetons en mode multi-chain. Il y a Connext aussi, il y en a plein d'autres qu'on n'a pas couvert sur le site. Nous, on a fait que Layer 0 et Axelar. Mais voilà, faut pas être naïf. Tu penses quoi de Juno? Juno, pas beau, hein. Juno, pas de beau. Pour le moment, Juno, le problème, c'est qu'il a toujours énormément d'inflation. Et qu'il y a plein de gens qui build dessus, mais on n'en voit pas trop la couleur des projets qui sont build sur Juno. Et quitte à build sur... l'écosystème Cosmos, entre parenthèses, autant build sur Celestia, sur un roll-up dédié qui sera lui-même compatible à IBC, donc compatible avec tout l'écosystème Cosmos. Voilà. Juno, c'est la première blockchain à intégrer les smart contracts sur l'écosystème Cosmos. Est-ce que ce sera suffisant? J'en doute. Je surveillerai toujours d'un œil parce que voilà, il y a quand même beaucoup de gens derrière, mais pas très boule me concernant. Avax, bon candidat pour le prochain cycle. Comme je le disais tout à l'heure pour Phantom, Solana et compagnie, avec tous les projets en mode modulaire qui arrivent, les blockchains monolithiques, il va falloir être très attentif parce que les créateurs de projets vont peut-être préférer aller sur des roll-ups dédiés plutôt qu'aller s'emmerder à aller sur des blockchains monolithiques qui souvent en plus manquent d'interopérabilité. Après, ce qu'il y a d'intéressant avec Avalanche, c'est qu'Avalanche, il va avoir un subnet compatible IBC. Donc ça devrait faciliter l'interopérabilité. Mais pour le moment, ce subnet n'existe pas. Mais ça devrait faciliter quand même pas mal de choses par rapport à Avalanche. Sinon, c'est un bon layer 1 monolithique, Avalanche. Phil ou encore. C'est deux projets différents. Filecoin, on a fait un article dessus, c'est pour le stockage de données. Encore, c'est de la... Comment ils se définissent encore?
C'est des RPC, non? Excusez-moi pour l'atout. Hein. Voilà, staking infrastructure. Liquid staking solution. Hein. Ouais, j'ai pas trop bien compris ce que c'est encore. Donc, je vais pas parler du sujet que je maîtrise pas. Je sais ce que c'est que du liquid staking, mais il me semble qu'ils font pas que ça. Celestia, non, pas de token de sortie encore. Que penses-tu des nouvelles blockchain games qui s'adressent à la fois aux gamers, aux holders, aux traders, aux collectionneurs? Des blockchain games? C'est quoi ça? Donne-moi des exemples. Tu penses quoi d'Akala? Bah Akala c'est parachain de Polkadot, hein, je crois. Hein. Donc ça fait partie des trucs qui pour le moment, il se passe pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est ça, hein. Polkadot, il se passe rien dessus, quoi. C'est triste, hein. C'est que des produits DeFi, mais on en a 10 milliards des produits DeFi, on est fatigué des mêmes merdes en DeFi, on s'en bat les couilles, quoi. Tout le monde fait la même chose. Ça a rien du tout, à mon sens. Hein. Des jeux blockchain. Ah, bah les jeux blockchain, on fera le tour du périmètre prochainement dans un autre live. Ethereum a combien prochain bullrun? Oula, je dis rien du tout. Moi, pour moi, l'Ethereum, on allait taper les 10 000. Hein, fin 2021, on n'y est pas allé. Aujourd'hui, on a 1002. Moi, je dis rien du tout. C'est Dieu qui donne. Astar ou Glimmer sur Polkadot en avenir pour toi? Bah, c'est la même chose. C'est Polkadot au global. Moi, je ne tue pas Polkadot. Hein. J'aimerais qu'on me fasse taire, qu'on me dise que je me trompe avec des faits. Mais je vois pas beaucoup de choses sur Polkadot aujourd'hui. C'est tout ce que je dis. Concernant les jeux blockchain, j'attends quand même pas mal sur Ultra. Ah, normal. Moi aussi. Si le bear se prolonge, ça va devenir très chiant. Bah, c'est déjà très chiant. En réalité. Est-ce que ça va être plus chiant que d'habitude? Je sais pas. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Twitch, les potes, faites-le. Faites-le, on va streamer cette semaine. On va streamer cette semaine. Et puis, après Noël, on va beaucoup streamer parce que ma femme va partir en vacances. Enfin, en vacances. Elle va retourner voir sa famille en Chine. Parce qu'elle l'a pas fait depuis le Covid. Donc, ça fait 3 ans et demi, 4 ans. Donc, je vais être seul à la maison pendant un mois. Donc, pendant un mois, je vais être derrière le PC, quoi. Donc, on passera du temps ensemble. N'hésitez pas à follow Twitch. LTC, il y a moyen qu'il surperforme le BTC? J'y crois pas trop. J'y crois pas trop, frérot. Ça va geeker, bien sûr. Si vous saviez, ça a mangé des plats surgelés un peu. Ouais, mais voyez, j'ai installé The Witcher, j'ai installé Mirror's Edge, j'ai Ultra. Dans Ultra, j'ai 2 jeux. Même si Edge of Eternity, je l'ai pas trouvé terrible. Forgive Me, Phaser, il est marrant. Il y aura d'autres jeux. On va avoir le Cyberpunk avec la mise à jour 1.7, donc on va se refaire Cyberpunk. On va se faire quelques jeux quand même, Web 3 ou non, hein, d'ailleurs. Hein. Le channel crypto Twitch, c'est un peu l'angoisse. Ouais, bah à part le dimanche où t'as Asher, Journal du Coin qui stream, c'est vrai que ça bouge pas trop. Et Crypto Matrix aussi, je crois. La femme n'a pas froid aux yeux pour retourner en Chine en ce moment. Bah après, il faut bien qu'elle voit sa famille, la pauvre, depuis le temps. Tu fais de la VR? J'en fais un petit peu. J'avais essayé de le faire en live, ça m'a fatigué, j'ai arrêté. Parce que le problème, c'est qu'il faudrait que j'ai un truc pour bien caler le casque par rapport à mes yeux. Parce que quand j'étais en live, en fait, si t'as pas les yeux pile devant le casque, tu vois flou, ça fait mal à la tête. C'est horrible. Donc moi, j'avais tenté de faire un live, c'était sur Half-Life Alyx en VR et c'était casse-couille. Tu sais où vendre du Monero? Non. Que penses-tu de Stacks? Rien. C'est de la DeFi sur Bitcoin, ça? Ouais, j'en pense rien du tout. Bon, écoutez les potes. Je vous laisse me follow Twitch. Je vais vous laisser. C'est une session un petit peu plus courte que d'habitude. Je m'en excuse. Je vais profiter de ma soirée. Profiter de la petite défaite de la Coupe du Monde. Je vous laisse le Twitter aussi. Vous passez tous une excellente soirée. Vous prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Voilà. Et soyez sages. Ciao.